Merci Céline pour cette intro et bonjour tout le monde. Donc en effet, je suis Jonathan Le Chevalier, j'ai 15 années d'expérience dans le produit, dont 5 années approximativement en tant que freelance. J'ai un début de carrière qui a été très orienté dans les startups, dans les entreprises de taille intermédiaire. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que peut-être vous ressentirez dans cette présentation, dans cet event. Je suis quelqu'un de dynamique et j'ai adoré pouvoir contribuer dans des petites structures, essayer d'apprendre auprès d'autres entités. Et puis par la suite, au fil de ma carrière, j'ai eu des postes de plus en plus, avec de plus en plus d'ampleur en product management, dont des postes de CPO en CDI. Puis par la suite, j'ai switché en tant que CPO freelance, personne qui est là pour accompagner une stratégie, une organisation de produits dans des équipes. Et puis, pour le coup, maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience dans des entreprises de taille intermédiaire et des grands groupes qui sont intéressés par mon dynamisme et mes compétences, à savoir faire des produits qui marchent bien. Vous pourrez voir, hein, si vous le désirez, sur mon LinkedIn, il y a un petit lien, je crois, que va partager Céline. Il y a un petit QR code ici. J'ai beaucoup plus d'expérience en B2C qu'en B2B. Donc, c'est une petite rareté au niveau de l'écosystème de Product Manager en France. Aujourd'hui, et le thème qui vous a fait venir, c'est Product Management. Quels sont les 7 piliers d'une bonne prise de mission? C'est ce dont on va aborder aujourd'hui ensemble. Et avant de commencer, on se posait une question avec Céline. Ça nous intéresse de savoir depuis combien de temps vous êtes freelance. Si c'est, je crois qu'il y a un petit sondage même peut-être qui va arriver. Voilà. Il y a un onglet sondage. Merci Céline. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez indiquer cette petite info, ça me permet de jauger de l'audience et de voir quels sont les éléments qui peuvent vous intéresser le plus par rapport à ce sujet. A priori, on a 90% qui sont de moins d'1 an. Donc, Cool. mais beaucoup de débutants. Félicitations. Super. Eh bien, écoutez, c'est le genre de stats qu'on aime bien en tant que product manager parce que c'est des stats qui nous simplifient la vie. Donc, écoutez, c'est super et je vais beaucoup orienter mon propos sur justement ce début de carrière en tant que product manager en freelance. Donc, première question à laquelle on peut répondre, c'est pourquoi ce sujet? Pourquoi est-ce qu'avec Céline, on s'est dit qu'il serait intéressant de traiter de 7 piliers d'une bonne prise de mission? Déjà, c'est parce qu'on pense que le sujet n'est pas forcément abordé. On parle beaucoup de comment trouver des missions. On parle beaucoup des compétences intrinsèques des product managers, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en tant que freelance product manager, on doit avoir un début de mission, un début d'expérience qui, à mon sens, est différent de celui d'une personne en CDI. Pourquoi ce sujet également? Parce que le marché est dense et qu'il est important de faire ses preuves auprès des clients qu'on va avoir. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Il y a, comme vous, beaucoup de jeunes freelances PM qui ont été intéressés par le modèle, qui sont intéressés par le modèle, qui sont intéressés par la liberté que procure le modèle et aussi par des mouvements dans les entreprises, avec des départs, etc. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, le modèle CDI est différent du modèle freelance. On peut voir ici un petit tableau récap loin de moi l'idée de vouloir être exhaustif là-dessus, mais ça montre, n'empêche, certains éléments importants des différences entre un PM en CDI et un PM en freelance. Déjà, au niveau de l'intégration. Généralement, lorsque vous êtes PM en CDI, vous avez un processus d'intégration qui est réalisé par les RH, afin d'avoir ce qu'on appelle en anglais un onboarding qui soit assez cohérent pour toutes les personnes de l'entreprise. En freelance, généralement, de mon vécu, c'est quelque chose qui est différent. C'est quelque chose de beaucoup moins structuré, c'est quelque chose qui est plus souvent géré par votre client direct. Pourquoi? Parce que généralement, il va avoir des recommandations, il va avoir des envies, et c'est lui qui va vouloir effectuer cet onboarding-là. Aussi, il peut s'avérer que dans certaines structures, vous ne soyez pas véritablement considéré comme, comme un employé à part entière, vous êtes un freelance. Et à ce titre, il y a un comportement qui peut être différent vis-à-vis de vous. Donc déjà, au niveau de l'intégration, il peut y avoir des particularités, il peut y avoir une proactivité que vous serez amené à faire. Une proactivité dont vous n'auriez pas besoin, pas forcément besoin, si vous étiez en CDI.
Au niveau de l'autonomie, généralement, on accepte une courbe de progression, une courbe d'évolution sur les sujets qui peut être plus longue lorsqu'on est en CDI. On se dit que c'est un investissement pour l'entreprise et qu'il est logique qu'une personne puisse mettre jusqu'à 6 mois pour pouvoir s'intégrer correctement, pour pouvoir avoir une certaine autonomie sur des sujets. Ça peut être le cas qu'on vous nécessite comment dire, une force, une puissance d'attaque sur des sujets assez rapidement, mais néanmoins, dans la généralité, on va accepter que vous mettiez du temps à prendre en main les sujets. C'est un investissement de temps qui est fait envers vous. Là aussi, quand on est en freelance, il y a une différence. C'est qu'on demande, on nécessite que vous ayez des compétences activables très rapidement. Et c'est pour cela que l'entreprise fait appel à des freelances. Parce qu'elle sait que des freelances sont souvent des personnes expertes qui vont avoir une capacité d'adaptation, parce qu'ils vont dans plein d'environnements différents pour pouvoir évoluer dans des missions différentes. Et donc, ils attendent de vous qu'on puisse activer vos compétences très rapidement. L'onboarding, je le disais, il est proposé et progressif en CDI. En freelance, il n'y a pas toujours d'onboarding. En termes de livrables, il y a beaucoup moins d'attentes sur les livrables en tant que PM en CDI qu'en tant que PM freelance. C'est un point que je vais développer tout à l'heure. Parfois même, lorsqu'on est en freelance, product, certains livrables peuvent être définis dans le contrat. Donc, il est défini contractuellement que dans le cadre de la prestation, il y ait certains livrables qui soient formalisés. Les livrables sont hyper importants lorsqu'on est freelance parce qu'ils permettent de faire vivre votre activité, faire vivre ce que vous avez pu réaliser après votre départ. En termes de contexte, en CDI, il peut y avoir de multiples contextes. Ça peut être une création de poste, ça peut être un remplacement. Ça peut aussi être le cas d'un remplacement, notamment pour congé maternité ou autre, lorsqu'on est PM en freelance. Néanmoins, ce qui va caractériser aussi la mission freelance, c'est qu'il y a une dimension, il y a une tension, il y a une urgence. J'ai connu des situations où on a fait appel à moi parce que les processus d'embauche étaient trop longs ou parce qu'on n'arrivait pas à avoir une personne compétente assez rapidement. Et pour le coup, on m'a pris pour une durée de 3 à 6 mois pour prendre en main des sujets d'importance pour la société, structurer au niveau de la stratégie, et puis ensuite faire une passation. Donc il y a cette tension, cette urgence qui se retrouve aussi au niveau des processus. Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des missions freelance, d'avoir décroché des missions freelance, vous vous êtes peut-être rendu compte que les processus pouvaient être parfois très rapides. Il peut arriver qu'on soit recruté sur une mission en 1 semaine ou 2 semaines. En termes d'impact attendu, et c'est lié à tout ce qu'on a discuté auparavant, l'impact attendu peut être progressif en PM en CDI. En freelance, c'est souvent du hit and run. On veut activer la compétence du freelance rapidement. On veut qu'il puisse impacter rapidement de par sa mission. Comme le disait tout à l'heure Céline, s'il y a des missions s'il y a des questions sur n'importe quel sujet que je suis en train d'aborder, n'hésitez pas. Ça se veut être un événement interactif. S'il n'y en a pas, je continue. Alors, on en a une. Cool. Je vais l'afficher. Les consultants qui viennent des ESN sont-ils plus vus comme des freelances ou des CDI internes? Je pense que ça dépend des entreprises. Oui, ça dépend des missions. Après, c'est sûr que si tu viens de… je vais essayer de bien répondre à ta question. Si jamais je l'ai mal comprise, n'hésite pas. Si tu as eu une carrière en ESN, une carrière en tant que consultant, ce qui risque de se passer, c'est que cette capacité à interagir en tant que consultant, à utiliser des compétences que tu as acquises dans un environnement de consulting, c'est ce qui va t'être demandé. Et c'est ce pourquoi tu peux être recruté sur des missions. Et donc concrètement, tu risques d'avoir une posture de consultant dans tes missions, parce que c'est ce que le client est venu chercher. N'hésite pas, si j'ai mal Merci. et la question. On continue? Et donc, on revient au cœur du sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de comment bien démarrer une mission? Parce que, sur un point de vue business, au niveau de votre activité,
il y a un petit calcul. Donc, je ne sais pas si vous avez fait bac scientifique à mon époque ou autre, mais néanmoins, le calcul n'est pas bien complexe. Le CA annuel d'un freelance, de la société de freelance, je parle de chiffre d'affaires, je ne parle pas de rentabilité ou autre. Le chiffre d'affaires d'un freelance est lié au chiffre d'affaires par client fois le nombre de clients. Et ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est comment faire pour bien démarrer une mission, pour, de par ce début de mission, toutes choses égales par ailleurs, vous puissiez optimiser votre chiffre d'affaires par client, de par sa satisfaction, de par le fait que vous menez bien votre mission et vous arrivez à un succès au niveau des produits que vous gérez et des équipes que vous impactez. C'est ça l'enjeu. Donc, en analogie, par rapport au product management, c'est comme si dans un produit, vous deviez améliorer la rétention. Et en exemple, il m'arrive très fréquemment de commencer une mission pour une durée de 3 mois. Généralement, c'est ce que je peux avoir au niveau de mes clients. Et puis qu'au final, la mission dure entre 6 mois et 8 mois. Et même, en moyenne, mes missions durent généralement, oui, je vais dire 6 mois. Alors que, comme je l'indiquais, l'entrée, c'est une mission de 3 mois généralement. Okay, donc, ça veut dire que de par mon travail, j'ai eu la capacité de montrer qu'il y avait un intérêt à continuer la mission et qu'il y avait un intérêt de la continuer avec moi. Et donc, on arrive au cœur du sujet, les 7 piliers d'une bonne prise de mission. Le premier pilier, c'est de clarifier l'attente initiale de votre client. C'est-à-dire essayer de comprendre pour lui quelle est la vision du succès. A contrario, quelle serait la vision de l'échec, et d'essayer de bien comprendre les raisons qui l'ont motivé à faire appel à vous. Pourquoi c'est hyper important à faire? Parce que je parlais tout à l'heure de la satisfaction qu'on doit apporter au client de par la mission, parce qu'en effet, étant freelance, bien évidemment que si on fait appel à nous, c'est pour améliorer des produits, améliorer des organisations produits, mais il y a aussi ce côté clientèle. Il y a ce côté clientéliste, il y a ce fait de pouvoir donner de la satisfaction à la personne qui fait appel à vous, à votre client. Et il faut éviter de perdre le fil de ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, imaginez que vous soyez sur une mission de 6 mois, 1 an, voire parfois plus. Il se peut que vous n'ayez plus en tête l'attente initiale. Il se peut que le besoin de votre client ait évolué. Néanmoins, à mon sens, il faut garder trace de ça. Il faut bien noter quelle est l'attente initiale du client et faire en sorte de ne pas perdre le fil de cela et de risquer, parfois par le fait que votre client vous amène sur d'autres sujets, de risquer qu'au final, il n'y ait pas la satisfaction client. Et évitez cette phrase-là, « Ok, super, tu as réussi sur tel ou tel aspect, mais au début, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on en avait discuté, je voulais que… » Il faut absolument éviter cela. Il faut être proactif vis-à-vis de cette situation, en clarifiant l'attente initiale, en la notant bien et en gardant trace de cela. Ensuite, il y a le contenu de la mission. Il peut s'avérer que vous arriviez dans des contextes de mission où le besoin est clairement défini, où tout est carré. Et dans ce cas-là, à minima, il faut que vous il faut que vous évaluiez la véracité et l'intérêt, la pertinence de tout ce qui a été défini dans le cahier des charges, de tout ce qui a été défini parfois au niveau contractuel, en vérifiant les points qui sont les objectifs, les produits, etc., etc. Il peut s'avérer que vous arriviez dans des situations où il y a un besoin qui peut être encore flou, et dans ce cas-là, il faut véritablement commencer sa mission par réaliser un audit. Comment? En interviewant des personnes, en récupérant des éléments documentaires, en essayant d'assister aux différents rituels, aux différentes réunions, etc., et faire cet audit-là. Ce qui est le sujet d'audit, c'est les objectifs des parties prenantes, les objectifs de votre client, les objectifs du COMEX, les produits et les livrables à auditer, les différents documents en produits qui sont réalisés, ce qui se passe au niveau des équipes, la communication, ce qui se passe dans l'équipe produit, quelles sont les méthodes, etc., afin au final de faire un état des lieux et de réaliser un plan d'action.
L'intérêt de cet état des lieux et l'intérêt de ce plan d'action, c'est de s'aligner avec votre client sur ce qui va être réalisé, tout simplement, vous, au niveau de votre mission, afin qu'il y ait, encore une fois, une satisfaction de sa part, et afin qu'il soit déjà, par ce plan d'action-là, convaincu que ce que vous allez mettre en place, et déjà ce que vous proposez, ça fait sens par rapport aux objectifs qui sont les siens. Troisième point, très important de maîtriser votre communication. Encore plus, je dirais, vis-à-vis d'entreprises de taille intermédiaire et de grands groupes. Quand on est dans des plus petites structures, quand on est dans des plus petites startups, bien évidemment qu'il y a une proximité qui est beaucoup plus présente avec les différentes personnes avec lesquelles vous travaillez. Et lorsqu'on est dans une boîte de 10 personnes, oui, très certainement qu'il y a un savoir-être, il y a une culture d'entreprise, sachant que l'entreprise est jeune. Il y a une culture d'entreprise qui est beaucoup moins présente. Il y a un savoir-être qui est beaucoup moins important. On compte peut-être plus sur vos qualités intrinsèques. On accepte un peu comme dans la pub McDonald's, que vous veniez comme vous êtes. C'est un peu moins le cas lorsqu'on est dans des ETI ou lorsqu'on est dans des grands groupes. Il y a un savoir-être, il faut maîtriser sa communication, il faut donner de la confiance de par la manière de communiquer, un certain niveau de transparence. Dans les grands groupes, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Je pourrais même caricaturer la chose en disant qu'il vaut mieux être un bon communicant qu'être vraiment un bon product manager. Vous pouvez rater une mission parce que vous communiquez mal auprès des parties prenantes, vous vous exposez mal ce qui va être réalisé par les équipes, vous donnez peu de visibilité, que la direction a l'impression qu'il y a très peu d'alignement entre les objectifs qui souhaitent réaliser et puis vous, ce que vous allez proposer au niveau de votre roadmap, par exemple. Donc, pour ce faire, et là, c'est plus un travail pour vous, c'est plus des livrables pour vous, pour bien gérer la situation, essayez de cartographier les acteurs, quelles sont les parties prenantes que je peux avoir, quelles sont les responsabilités des différentes personnes, quel est, j'ai envie de dire, l'organigramme même parfois pas officiel. Il peut s'avérer qu'on soit dans des situations où telle personne a dans les faits une responsabilité sur un sujet, mais qu'au final, il y ait une personne qui soit hyper influente sur le sujet et qui ait beaucoup plus d'importance. Ça, c'est des choses qu'il faut que vous ayez en tête. C'est des choses qu'il faut que vous évaluiez. Identifier des défiances. Donc, les défiances qui peuvent être très présentes dans des situations notamment de transformation produit, transformation digitale. Pourquoi ? Parce que si je fais des généralités, les gens et beaucoup de personnes ont du mal à accepter le changement, surtout quand ils gèrent des situations, lorsqu'ils gèrent des projets, et qu'au final, il y a une nouvelle entité qui va être amenée à gérer des choses que les personnes géraient auparavant. Donc, il peut y avoir cette défiance-là, essayer d'évaluer tout ça. Identifier les canaux de communication par personne, par partie prenante. Quel est le meilleur moyen de communiquer avec cette personne-là pour lui donner de la confiance, pour lui donner de la visibilité, pour arriver à avoir les informations que nous avons besoin d'avoir. Et puis, bien évidemment, tout cela, tout se faire, c'est pour communiquer de bonne manière et de manière fluide. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on sait la situation dans laquelle on se trouve, qu'on sait ce qu'on est amené à faire, qu'on sait quels sont les jeux de communication dans l'entreprise, l'objectif, c'est d'adopter les bonnes postures. D'adopter les bonnes postures, donc pourquoi les et pourquoi pas là ? Parce qu'à mon sens, il faut avoir une posture différente en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Donc, bien évidemment que vous allez avoir une posture assez générale. Si vous êtes amené à faire des réunions devant un parterre de parties prenantes, si vous présentez votre roadmap devant un parterre de parties prenantes, si vous présentez votre sprint démo devant 10 ou 20 personnes, bien évidemment que vous ne pourrez pas avoir dans ce cas-là une posture précise. Néanmoins, après, dans votre relation avec chaque partie prenante, vous devez, à mon sens, trouver la bonne posture vis-à-vis de cette personne-là. Et aussi avoir la bonne posture vis-à-vis de votre client. Quelle est l'attente ? Est-ce que vous avez, ce que vous pouvez voir à droite, une posture de coach, de conseil, de facilitateur, d'opérationnel, de sparring partner, de conduite de changement, et en fonction de chaque intervenant. Donc, c'est ce qu'on peut voir avec les deux flèches qui vont vers le client à gauche et vers la partie prenante à droite. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'aussi, vous pouvez vous retrouver dans des situations où votre client a besoin de vous
pour avoir plus d'informations, pour avoir plus d'influence, plus d'impact sur certains sujets, pour avoir plus de visibilité, etc., etc. Donc, c'est des demandes, des prérequis qui ne sont pas forcément dans le cahier des charges que vous pouvez avoir au niveau de votre produit, au niveau de votre mission, mais néanmoins des choses, des attendus qui sont intéressants pour votre client. Et donc, des sujets que je qualifierais d'annexes. Et vis-à-vis de ça aussi, il faut avoir la bonne posture pour pouvoir obtenir les informations, pour pouvoir agir efficacement pour votre client. Est-ce qu'il y a une question là-dessus, peut-être? Non, à ce stade, il n'y a pas d'autres questions. Tu peux Eh bien, continuer. Cinquième point, il faut, pour que vous puissiez réussir dans votre mission, il faut que vous puissiez avoir un succès rapide. Il vous faut gagner de la confiance. Il faut montrer que vous avez un apport. C'est ce qui était indiqué dans le tableau que j'ai présenté dans les premiers slides. Si on fait appel à vous, c'est pour avoir un impact rapide et pour votre capacité à vous adapter. Le fait d'avoir un succès rapide, c'est une preuve de cela. C'est une preuve, que vous savez vous adapter, et tellement vous adaptez vite, vous avez capacité à impacter rapidement, et 2, vous arrivez à impacter, donc à créer de la valeur par votre mission. Et ça vous permet de gagner de la confiance. Ça vous permet de gagner de la confiance aussi par un autre fait, une autre différence vis-à-vis du CDI, c'est que comme je l'exposais tout à l'heure, lorsqu'on a un CDI, on attend et on accepte un certain degré d'investissement. Ce temps-là, il sera demandé beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement vis-à-vis d'un freelance, on voudra sentir un niveau de rentabilité. On voudra sentir que l'investissement, il valait le coup. Ça valait le coup de faire des réunions qui n'étaient pas forcément obligatoires parce que vous n'êtes pas un interne, pour vous briefer sur les sujets, pour que vous puissiez poser vos questions sur la stratégie produit, etc., etc. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça pour impacter rapidement? Eh bien, tout d'abord, on essaie de trouver un sujet qui soit assez facile à mener. Essayer de ne pas prendre trop de risques et essayer de ne pas être en échec là-dessus. Parce qu'au contraire, ce qu'on veut montrer, c'est de la confiance. Donc, essayez de trouver quelque chose qui puisse être réalisé assez rapidement, quelque chose d'assez simple, mais quelque chose dont le succès est attendu, ce qui fait que la visibilité que vous donnerez à la réussite, par une bonne communication, qui était le sujet, le point 3 ou 4, eh bien, ça vous permettra de montrer et gagner cette confiance-là vis-à-vis des parties prenantes également, et pas simplement vis-à-vis de votre client. Donc, quelque chose d'important, d'assez simple à exécuter, rapide, ce qu'on appelle tout simplement un quick win. Essayez de trouver comment le réaliser. Prenez le sujet, soyez la tête dans le guidon sur ce sujet-là pendant un bref temps pour essayer de le réaliser et par la suite, communiquer sur la réalisation de la bonne manière, avec les bons canaux, Slack, Teams, réunion pour montrer comment on a fait, réunion pour montrer la valeur de ce qui a été créé, et gagner de la confiance. Je le redis, l'objectif de cet élément-là, c'est de gagner de la confiance. Un exemple, s'il s'avère que vous arriviez en tant que remplaçant vis-à-vis d'une personne qui part en congé pour une durée d'un certain volume de mois, donc typiquement remplacement congé maternité par exemple, eh bien, essayez de savoir s'il y avait des attendus en attente. Est-ce qu'il y a un décalage au niveau de la roadmap? Est-ce qu'il y a un décalage au niveau de certains dits rituels, etc., pour pouvoir combler ces vides-là rapidement et montrer que vous arrivez déjà à soulager la structure. Ça peut être également une fonctionnalité. Donc, je ne sais pas si votre client et certaines parties prenantes vous parlent d'un sujet, d'une fonctionnalité qui avait été promise à un certain temps, qui n'a pas été livrée, essayez de comprendre pourquoi. Peut-être que c'est parce qu'il n'y avait plus de personne en tant que product manager pour mener à bien le sujet. Ben, dans ce cas-là, essayez de combler le vide très rapidement pour montrer de l'efficacité. Donc, ça peut être tout un tas de sujets. C'est à vous de les identifier. Et il y a un lien, bien sûr, avec ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire qu'en s'imprégnant bien des sujets, en auditant bien, en posant les bonnes questions, en essayant de bien savoir
l'état des lieux sur les différents sujets, vous serez à même de mieux identifier ce que vous pouvez réaliser rapidement pour impacter et gagner de la confiance. Autre sujet, point 6, produire des livrables utiles après départ. C'est aussi une différence avec le mode de CDI. Généralement, avec le mode de CDI, il est attendu que ce soit la personne qui soit référente sur le sujet et que donc, dans certaines situations, il y a moins d'attendus vis-à-vis des livrables. On accepte que la personne soit le sachant, comme on dit, sur le sujet et qu'elle ne formalise pas tout. C'est très différent avec le mode freelance. En mode freelance, très fréquemment, il m'est demandé de produire des livrables qui soient utiles après départ. Donc, de toutes les manières, je vous avoue qu'avec l'expérience que j'ai maintenant en mode freelance, je le fais de moi-même. Donc, j'essaie de produire des livrables de qualité. C'est un bon point parce que ça montre et ça continue à montrer votre sérieux, votre expertise aux personnes qui vont consulter les documents par la suite. Et surtout, ça va être utile. Ça va être utile parce que si vous agissez comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en hit and run, et qu'il est attendu de vous que vous impactiez, que vous soyez là pour mener certains sujets, par le biais des analyses que vous faites, etc., par la suite, il peut s'avérer que vos analyses soient encore utiles et que des personnes souhaitent les consulter, qu'elles aient volonté à exploiter votre documentation. Et bien concrètement, essayez de faire des documents qui soient adaptés aux parties prenantes qui puissent consulter, qui puissent les consulter. Donc pas forcément si vous êtes là dans un remplacement pour la personne qui revient, donc pour le titulaire qui revient sur le poste, mais essayez de proposer des documents qui puissent être montrés, qui puissent être utiles par les autres. Vous comprendrez aussi que ça peut être un moyen de communication, vous, par la suite, si jamais d'autres besoins s'ouvrent dans la société. On peut mieux se rappeler de vous, on peut mieux se rappeler de votre efficacité, car vous continuez à être pertinent et aider la structure par le biais de votre documentation, par le biais des livrables que vous avez réalisés. Donc, documentez votre réflexion. Ne faites pas simplement un framework, n'utilisez pas simplement la réalisation d'une roadmap. Essayez de montrer aussi les éléments d'analyse que vous avez menés, pourquoi vous les avez menés, quelles ont été vos conclusions, pourquoi vous avez mené les documents, etc. Donc, en gros, de la documentation annexe aux livrables typiques qu'on peut demander à un product manager. N'hésitez pas aussi, dans certains cas, si ça peut être apprécié par les personnes, de faire des voice-overs, de faire des petites vidéos, comme des petits tutos pour expliquer justement comment on a réalisé les choses, pourquoi on les a réalisées, etc., etc. Alors, on a une petite question avant de passer à la dernière partie. Je l'affiche. Question de William. As-tu des conseils dans le cas d'échecs identifiés dans le cadre de la mission? Méthode d'atténuation, transparence. Quand tu parles d'échec, s'il te plaît, c'est un échec, tu te rends compte que la société, que le produit est en état d'échec, ou tu es en échec pour justement identifier, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, etc. Quel est le sujet de la question, s'il te plaît? Bon, je pense qu'on va avoir la réponse dans le chat qui va arriver. Il devrait prévoir une petite musique d'attente comme dans les ascenseurs. Complètement. Alors, c'est dans le cas de jalons dans le projet, du retard est identifié par exemple, manque de pertinence observé du sponsor, etc. Je vais l'afficher aussi. Je te remercie. Pour compléter. Voilà. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut mettre un certain niveau de transparence là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, à mon sens, c'est que ce constat-là, et si tu poses la question, à mon sens, c'est en partie parce que ça peut te mener à une situation d'échec. Ton objectif, c'est d'apporter de la satisfaction, c'est d'être en situation de succès. Il faut que tu puisses en parler assez rapidement parce que c'est un risque et que une des casquettes qu'on a, c'est de dérisquer des situations. On essaie de dérisquer des produits, on essaie de dérisquer des situations de delivery, des situations de discovery, etc., etc. Donc, à mon sens, il faut que tu en parles. Il faut même que tu proposes des éléments de mitigation. Il faut que tu proposes des moyens de résoudre ces problèmes-là et à quel point aussi montrer à quel point ces risques-là peuvent nuire à la mission. Ça peut entraîner un cadre de mission différent.
Ça peut entraîner parfois aussi, si tu sens que la mission est trop risquée, que tu la refuses, ça peut être aussi une situation. Tu peux te rendre compte que le besoin, c'est ce qu'on disait au préalable, que l'attente initiale que souhaite que le client soit assez costaud, et que toi, au final, tu te rends compte que non, tu ne pourras pas satisfaire le client. Et tu n'as pas envie que ça te donne qu'il y ait un préjudice là-dessus, et qu'au final, tu te retrouves avec une note de 1 sur 5 sur Malte, une étoile sur 5, parce que tu n'as pas mené à bien la mission, alors qu'en fait, ce n'est pas forcément de ton fait à toi, c'est de par les paramètres, c'est de par le contexte. Donc voilà, à mon sens, il faut donner de la visibilité, donner de la clarté, avoir une discussion plutôt ouverte, proposer, trouver des éléments de solution à mettre en place pour éviter les retards, pour éviter que certaines choses ne puissent pas être faites. Et si tu vois par contre qu'il n'y a aucune écoute et qu'on et qu'on te demande néanmoins de te débrouiller parce que tu es un freelance expert et qu'il faut que tu résolves la situation, si tu vois que tu ne peux pas le faire, que tu n'es pas à l'aise, tu es peut-être dans une situation de refuser la mission. Est-ce que ça répond à ta question, s'il te plaît? Oui, c'est bon. Hop, Merci. parfait. De rien. Et on arrive au dernier point, au 7e point, qui est peut-être le point le moins naturel, j'ai envie de dire, pour un product manager, parce qu'au final, c'est un point qui est plus lié au fait d'être freelance, d'avoir sa propre activité, d'avoir parfois sa propre structure, sa propre société. C'est de faire du business développement, en fait. Et c'est d'essayer de comprendre, dès qu'on est dans la mission, s'il y a d'autres besoins qui peuvent être couverts. Qui peuvent être couverts en parallèle, de par l'apport de ressources, ou qui peuvent être couverts par la suite, par le biais, par exemple, d'une prolongation de mission. Vous pouvez mener ce travail-là à 3 niveaux. Au niveau de votre mission, au niveau du client et au niveau de la société. Qu'est-ce que j'entends par là? Au niveau de votre mission, peut-être que, par exemple, si votre mission, c'est de créer un produit et que vous vous rendez compte qu'il y a des lacunes au niveau de l'équipe de product design, peut-être que vous pouvez conseiller le fait de prendre un freelance qui soit expert sur le type de produit à créer. Et dans ce cas-là, faire appel à une autre ressource. Ça vous intéresse à 2 titres. Premier titre, c'est que ça vous permet de faire en sorte que votre mission soit réalisée avec succès. Et donc, au final, d'arriver à l'objectif de satisfaction du client et de réussite de la mission. Deuxième point, ça peut vous permettre potentiellement de faire un apport d'affaires. C'est-à-dire que vous touchez une commission, exécute sa mission au sein de l'entreprise. Nota bene, il peut s'avérer que contractuellement, il soit stipulé que vous ne puissiez pas recruter des personnes dans le cadre de votre mission, sur votre mission directe, et que vous ne puissiez pas toucher de commission. OK? Dans ce cas-là, bien évidemment qu'il ne faut pas le faire. Après, si les portes sont ouvertes et si ça intéresse votre client de trouver des parties prenantes, de trouver des personnes pour votre équipe, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être fait aussi au niveau de votre client. Peut-être que votre client, s'il gère une business unit, ou peut-être qu'au sein de la startup, il y a un intérêt, il y a un besoin de ressources qui nécessitent d'autres compétences, en marketing, en service client, je ne sais pas, n'importe quoi, et que vous, dans vos relations, vous ayez des personnes qui soient capables de mener à bien cette mission-là. Dans ce cas-là, soyez à l'écoute de cela et proposez dans votre réseau ces missions-là. Là aussi, ça permet de satisfaire votre client et d'avoir un apport d'affaires substantiel. Ensuite, au niveau de la société, et là, c'est surtout au niveau des grands groupes, parce que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de différence entre les besoins de votre client et de la société pour les plus petites structures. Pour les grands groupes, il peut s'avérer que, par exemple, vous soyez dans une équipe produit sur un produit B2B et que de l'autre côté de la société, il y a un autre produit B2B ou il y a un produit B2C dans lequel il y a besoin de product owner, de product manager, etc. Essayez d'identifier cela. Là aussi, les informations que vous exploitez, les informations qui vous sont utiles, elles sont induites par le fait que vous ayez une bonne communication, que vous ayez une bonne intégration dans la société. Donc, vous tirez parti de choses que vous avez mises en place auparavant, d'une bonne communication, d'une bonne intégration,
pour pouvoir avoir ces éléments-là qui peuvent vous permettre de prolonger la mission, parfois même dans d'autres entités de la société, si ça peut être des choses qui soient faites après la fin de votre mission, ou alors en parallèle, en faisant appel à des personnes que vous connaissez, qui maîtrisent certains sujets. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur sept choses qui puissent vous permettre de bien aborder une mission en product management. Et vous pouvez avoir ici un petit résumé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux choses qu'on a vues, s'il vous plaît? Avant qu'on aborde des questions qui puissent être tout autres, bien sûr. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je vous laisse les ajouter si jamais vous en avez. On a encore du temps pour échanger, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous mets un lien vers un Typeform qui nous permet de savoir ce que vous avez pensé de ce format, du sujet, pour qu'on puisse continuer à vous proposer des sujets qui vous intéressent. Je vois qu'il y a une question. Alors, as-tu plusieurs canaux pour obtenir des missions de freelance seulement Malte ou alimentes-tu aussi les demandes par ton réseau LinkedIn? Ok. Alors, je pense que, en fait, c'est comme en marketing. Il faut avoir capacité à exploiter plusieurs canaux pour ne pas être dépendant de plusieurs canaux. Bien évidemment que la référence aujourd'hui sur les profils de freelance, c'est Malte. Que vous ayez une mission via Malte, tout simplement, ou que peut-être quelqu'un passe à minima sur votre profil Malte dans le cadre d'un process de recrutement qui ne soit pas initié dans Malte. Donc oui, il faut aussi avoir de la présence sur LinkedIn, votre réseau. Je pense que le plus important aussi, c'est d'exploiter au maximum les canaux dans lesquels vous êtes à l'aise, les canaux dans lesquels vous êtes pertinent, vous arrivez à avoir des retours positifs, vous êtes à l'aise avec. Je m'explique. Par exemple, certaines personnes peuvent vous recommander de faire des posts sur LinkedIn pour montrer de la visibilité et espérer avoir des missions par ce biais-là. Il est sûr que si ça vous embête, si vous n'avez pas une bonne rédaction, si vous n'avez pas de bons thèmes qui vous permettent de recruter, d'être recruté dans les sociétés types dans lesquelles vous voudriez, vous allez avoir du mal à le faire. Peut-être que vous êtes quelqu'un avec un bon réseau, peut-être que vous êtes quelqu'un qui sache bien mettre en avant ses compétences via Malte, qui puisse avoir beaucoup de demandes là-dessus. Donc, essayez néanmoins d'optimiser les canaux et puis d'être présent quand même sur les canaux, sur des canaux secondaires pour éviter de mettre tous les œufs dans le même panier. Complètement d'accord. Évidemment, pro Malte, c'est c'est une évidence. Mais effectivement, il faut vraiment multiplier les les différents leviers. Donc Malte, c'est bien, mais effectivement, il n'y a pas que ça. Il y a votre réseau, il y a LinkedIn, vos anciens collègues. Enfin voilà, c'est vraiment un tout pour avoir un cercle vertueux. Alors, ensuite, une question de Amidou. Quel est le rapport entre un PM et un PO? Alors, c'est pas facile ta question parce qu'en final, tu as la théorie, tu as la pratique. La théorie, c'est quoi? La théorie, c'est qu'un product owner, c'est un rôle de gestion de produit en mode agile. C'est-à-dire que, en théorie, un product manager est un product owner en mode agile. Si la société travaille en mode agile, le product manager est un product owner, et vice-versa. Le problème vis-à-vis de ça, c'est que dans certaines structures, ce n'est pas vrai du tout. Dans certaines structures, le product owner est en fait une personne un peu plus junior qui est cantonnée parfois à faire de la gestion de backlog, à faire de la relation avec les développeurs, à gérer les rituels en agilité. Et puis, tu as un product manager qui va être beaucoup plus sur les aspects delivery, sur la compréhension du marché, sur la définition des attentes, sur la relation avec le COMEX, avec les dirigeants, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, tu as en fait un rôle de product management qui est un peu découpé en deux. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Ce qui peut te permettre d'y voir plus clair, généralement, c'est les fiches de poste, c'est les fiches de mission. C'est en allant, par exemple, sur le site de la société, en regardant les fiches de poste, s'ils recrutent aussi des personnes, non pas en freelance cette fois-ci, mais en CDI, regardez comment est-ce qu'ils caractérisent un product manager et comment est-ce qu'ils caractérisent un product owner. Parce que, encore une fois,
tu as la théorie et tu as parfois malheureusement aussi la pratique. Merci pour ta réponse. On a une question de Mehdi. Comment continuer de faire la prospection si on est en mission longue et comment approcher les clients, sachant qu'on n'est pas dispo de suite? Je te laisse répondre et j'aurais peut-être un petit complément côté Malte. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bien écoute, à mon sens, ça rejoint aussi un peu la première question qu'on a eue hein, sur les canaux. Je pense qu'il y a certains canaux qui sont un peu plus pertinents pour donner de la crédibilité, continuer à montrer de l'expertise bien qu'on soit en mission, et tu as des canaux beaucoup plus directs. Donc, bien sûr que les canaux un peu plus directs, recontacter par exemple des personnes avec lesquelles tu as déjà travaillé, envoyer des messages dans ton réseau, etc., pour dire que tu as de la disponibilité, ça, c'est des choses que tu ne vas pas mettre en place, qui sont des approches directes que tu ne vas pas mettre en place lorsque tu es en mission. À mon sens, néanmoins, il faut avoir la capacité à continuer de communiquer, à continuer à maintenir un petit matelas de sécurité pour faire en sorte que tu sois toujours reconnu, visible dans ton métier, dans ton expertise. Mais bien évidemment, alors après, il y a des personnes qui arrivent à maintenir tout le temps le fil. Bien évidemment que ça prend plus de temps lorsque tu as d'autres choses à faire à côté et qu'au final, tu passeras moins de temps que lorsque tu es en mission. Après, il y a aussi des situations où tu peux te retrouver en mission à temps partiel, 2 jours, 3 jours, et dans ce cas-là, tu peux continuer à avoir une bonne visibilité. C'est généralement le cas, c'est généralement la situation des personnes que tu vois souvent actives en product management sur LinkedIn, qui peuvent écrire des articles, des posts, etc., où tu peux dire bah, mais comment ils font ils ont l'air d'avoir des enfants, ils ont l'air d'avoir une vie, ils ont l'air d'avoir des missions. Dans la majorité des cas, c'est parce qu'ils n'ont pas de mission à temps plein et que du coup, ils ont le temps quand même de réaliser ce genre de choses à côté. Merci beaucoup. Et pour compléter, au côté Malte, si vous êtes sur la fin de la mission longue, nous, ce qu'on conseille, c'est de vous remettre disponible en fait sur votre profil en prévision, donc je sais pas, 1 mois, 2 avant. Et comme ça, pour remonter dans les résultats et potentiellement être contacté pour de nouvelles demandes. Parce que c'est vrai que quand vous êtes en mission, si vous êtes en indisponible, vous ne serez pas visible dans l'outil. Donc, n'hésitez pas à faire ça, anticiper un petit peu sur vos fins de mission. Merci Céline, ça me permet de penser à une autre opportunité. Tu peux aussi, on parlait tout à l'heure de missions que tu peux avoir, de besoins qui peuvent être parallèles à la société, etc. Mais tu peux aussi avoir des besoins, récupérer des besoins dans d'autres sociétés. Dans ce cas-là, comme tu l'indiquais dans ta question, tu te retrouves en mission. Sur Malte, de mémoire, il y a de l'apport d'affaires qu'il est possible de réaliser. Donc, ça peut aussi être avantageux pour toi de continuer à avoir des missions, de continuer à être informé de certains besoins pour pouvoir placer des personnes, essayer d'aider à placer des personnes que tu connais et de toucher donc un apport d'affaires là-dessus. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Effectivement, c'est un système qui permet de référer les projets. Tout est expliqué dedans et ça permet d'avoir un complément à côté. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas. Non, ça a l'air bon. Je vais remettre le lien du profil de Jonathan si jamais vous souhaitez échanger en direct avec lui. C'est aussi l'objet de ces webinaires, c'est de faire en sorte que nos freelances puissent échanger entre eux sur ces sujets d'expertise. Et donc, vous recevrez le replay d'ici demain. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voulez revoir certaines parties, ce sera possible. Merci beaucoup, Jonathan. Est-ce que tu as un conseil, un mot de la fin pour finir? Écoute, merci beaucoup Céline. Je pense que oui, bon, la majorité des conseils, bien que définis là-dedans, je pense qu'il est important lorsqu'on est freelance de savoir aussi sortir de sa zone de confort. Comme on l'a montré dans certains des piliers, parfois ça peut faire appel à d'autres compétences. En tant que freelance, on est pas mal exposé. En tant que freelance, on doit savoir bien communiquer, avoir ce niveau de business développement. N'hésitez pas à développer ces compétences-là si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, si vous sentez que vous avez besoin d'autres personnes, d'autres expertises pour pouvoir être efficace dans votre métier et arriver au succès que vous désirez.